J'ai vraiment beaucoup de plaisir à être parmi vous et à vous parler du cancer du poumon. Et on se suit avec Caroline de façon chronologique dans cette conférence, mais les révolutions thérapeutiques se sont aussi suivies, c'est-à-dire que c'est d'abord le mélanome qui a ouvert la voie, et puis ensuite, c'est dans le cancer bronchique qu'on a découvert l'efficacité de ces traitements. Le poumon, c'est un organe qui ne fait pas mal. Il n'y a pas de nerf dans le poumon. Donc une boule qui pousse dans le poumon, c'est une boule que vous ne sentez pas. Et c'est souvent les métastases qui vont faire découvrir le cancer. Une métastase osseuse qui va faire mal, une métastase cérébrale qui va donner des maux de tête. Et donc la plupart de nos patients, plus de la moitié, sont découverts à un stade métastatique, qui est en général un stade que l'on ne peut pas guérir. Chez ces patients-là, le traitement historique est la chimiothérapie. Il y a une dizaine d'années, on a aussi eu, comme dans le mélanome, une révolution thérapeutique qui était les thérapies ciblées. Dans à peu près 20% des cancers bronchiques, on trouve une cible, si on analyse les gènes, et de cette cible, on peut donner un traitement adapté qui donne des très bons résultats avec, au bout d'un moment, une résistance. Et ça concerne à peu près 20% de nos patients, ce sont les non ou peu fumeurs. Et la majeure partie des patients, plus de 85%, ont un cancer à cause du tabac. Et chez ces patients, c'est dans cette sous-population de patients qu'on a une efficacité plus prononcée de l'immunothérapie. Alors, je vous ai dit, un cancer, c'est une boule qui pousse dans le corps. En fait, l'immunologiste, il voit les choses différemment. L'immunologiste, il nous dit, c'est le corps qui laisse pousser une boule. Et c'est vrai que ça a été aussi un changement de façon de penser pour nous et aussi dans le développement de ces médicaments. Alors je vais directement aller sur les différents traitements qu'on peut proposer dans le champ de l'immunothérapie. Il y a plusieurs stratégies d'immunothérapie et je ne vais pas rentrer dans le détail sur les stratégies passives, actives, non spécifiques, spécifiques. Je voudrais dire un mot sur la vaccination, parce que la vaccination, on la connaît dans le champ des maladies infectieuses, et c'est de la prévention de maladies infectieuses. On éduque le système immunitaire pour qu'il reconnaisse immédiatement un agent infectieux, mais on peut aussi parler de vaccination dans le cancer, et c'est tout à fait un autre champ, puisqu'on parle de vaccination thérapeutique, c'est-à-dire que la cellule tumorale est déjà là, mais on essaye de rééduquer le système immunitaire pour qu'il le reconnaisse. Et c'est un champ qui est activement évalué. Et je voulais vous montrer un exemple. C'est l'essai thérapeutique dans le cancer du poumon qui a nécessité le plus de fonds. C'est un gigantesque essai. Plus de 10 000 patients sont entrés dans cet essai. C'était des patients chez lesquels on avait opéré le cancer du poumon. Ça concerne à peu près un quart de nos patients. Et l'idée de cet essai, c'était récupérer le poumon opéré et regarder s'il y avait un marqueur dessus, MASH3. Et ces patients, à peu près un quart, dont la tumeur exprimait MASH3, recevaient soit un vaccin anti-MASH3, soit un placebo. Et l'idée était simple, c'était de se dire, puisque le cancer du poumon exprime MASH3, on va éduquer le système immunitaire à reconnaître MASH3, comme ça, en cas de récidive, on va permettre de diminuer l'incidence. Et vous voyez que les courbes de survie sont strictement superposables, que les patients aient reçu un vaccin ou aient reçu un placebo, ça n'a rien changé. Et ça a donné un gros coup de frein sur le développement de la vaccination, mais c'est quelque chose qui est toujours en cours. Il y a un exemple de succès dans le mélanome, parce qu'il y a beaucoup de types de vaccins. Et aujourd'hui, dans le cancer du poumon, c'est quelque chose qui reste en développement, mais qu'on ne peut pas du tout utiliser. Alors, on va parler des stratégies qui fonctionnent. Le professeur Boisel parlera de ça. La thérapie cellulaire, c'est récupérer les lymphocytes des patients et on va dire les bidouiller à l'extérieur du corps et puis les réinjecter. Et cette stratégie, elle peut être extrêmement efficace et il va nous montrer des modèles. Dans les tumeurs solides comme le cancer du poumon, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'exemple probant. Ce qui marche chez nous, c'est ce qui marche aussi dans les mélanomes avec Caroline, c'est les anticorps anti-PD1 ou PDL1. Donc je vais le redire avec mes mots, mais finalement une cellule tumorale qui exprime PDL1, c'est une cellule tumorale qui passe à côté d'un lymphocyte et qui dit « attention, m'attaque pas, copain ». Et donc nous, notre système, c'est de supprimer ce signal qui dit « copain »
pour que le lymphocyte réapprenne que non, la cellule tumorale, il faut l'attaquer comme un microbe, et donc se remette à être agressive avec elle. Et donc on a deux types d'anticorps qui sont développés dans le cancer du poumon, les anticorps PD1 ou PDL1, c'est-à-dire contre ce qui est sur le lymphocyte ou la cellule tumorale, mais finalement c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ça fonctionne à peu près de la même façon. Alors le premier essai, et c'est le seul que je vais vous montrer, c'est un essai qui a comparé un anticorps anti-PD1 à une chimiothérapie. La population des patients traités, c'était des patients qui avaient un cancer du poumon d'un certain type qu'on appelle épidermoïde, mais dans les autres formes non épidermoïdes, ça fonctionne aussi. Et dans cette forme-là, les patients avaient reçu une chimiothérapie de première intention. Cette chimiothérapie, elle fonctionne dans à peu près 40% des cas, mais le cancer trouve le moyen d'y résister et en moyenne, à 6 mois, le cancer regrossit. Et donc, tous ces patients qui étaient exposés à une immunothérapie, c'était des patients qui avaient reçu cette chimiothérapie et puis qui avaient reprogressé. Et on comparait une chimiothérapie classique de deuxième ligne à l'immunothérapie. Et l'immunothérapie fait beaucoup mieux. Elle est un peu moins toxique, on reviendra, mais surtout, elle est plus efficace. Et c'est comme pour Caroline, c'est-à-dire qu'on a là aussi l'effet plateau, c'est-à-dire que longtemps après le début de l'essai, des patients répondeurs sont toujours en vie avec une maladie contrôlée. Et ça, c'était aussi dans le poumon quelque chose de tout à fait nouveau. Et là aussi, on peut tout de suite dire, attention, beaucoup de patients ne sont pas sensibles à l'immunothérapie et seuls à peu près 20% vont vraiment avoir un bénéfice prolongé de l'immunothérapie. Et c'est là que nous devons travailler, c'est augmenter cette proportion de patients répondeurs. Mais mon sentiment, c'est que l'immunothérapie ne va pas concerner 100% des patients. Comme je vous ai dit au début, il y a une partie des patients qui vont être surtout traités par ces thérapies ciblées parce qu'on comprend bien la biologie de leur maladie. Il y a probablement peut-être jusqu'à la moitié de nos patients qui vont être sensibles à l'immunothérapie, puis il faudra trouver d'autres révolutions que les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Alors beaucoup d'autres médicaments se sont développés, je vous en ai parlé d'un, et vous voyez, c'est 4 essais thérapeutiques. Et c'est vraiment toujours la même chose. On compare l'immunothérapie et une chimiothérapie, on a le même bénéfice en deuxième intention, c'est-à-dire après une chimiothérapie. Donc logiquement, on a développé ensuite ces médicaments en première intention. Et là, ce sont 2 essais qui ont fait de l'immunothérapie contre une chimiothérapie, mais chez un tiers des patients sélectionnés sur un marqueur, je vais vous en parler. Et donc chez ces patients, aujourd'hui, on doit chercher ce marqueur, et s'il est positif, on propose d'emblée aux patients une immunothérapie et pas une chimiothérapie. Ça marche mieux, c'est moins toxique, et donc la qualité de vie du patient est vraiment nettement améliorée. Et puis on a maintenant des essais qui nous disent que peut-être il faut tout faire en même temps, et la chimio et l'immunothérapie, et il est très probable que dans l'année ou les 2 ans qui viennent, ce soit cette stratégie qui soit la stratégie dominante, parce que le cancer du poumon est un cancer qui va vite, qu'il ne faut pas se tromper, et que finalement, si on donne et la chimio et l'immunothérapie, c'est peut-être le maximum de chances pour le patient, même si certains patients probablement ne bénéficieraient que de l'immunothérapie. Et nous, on devra travailler à vraiment personnaliser le traitement pour dire qu'est-ce qu'on doit donner chez cette personne-là. Alors, c'est la suite, c'est qui répond à l'immunothérapie. Et Caroline vous l'a un petit peu dit, dans le cancer du poumon, ce qui fonctionne assez bien, c'est de repérer ce marqueur, PDL1. PDL1, c'est donc l'expression sur la cellule tumorale qui dit « copain au système immunitaire ». Et donc, on peut le rechercher de façon très simple. On fait des toutes petites coupes de la tumeur qu'on regarde sous un microscope et on utilise des colorants. Et le colorant est marron. Et si les cellules tumorales expriment beaucoup ce colorant marron, c'est qu'il y a beaucoup de PDL1. Et donc, logiquement, on se dit que c'est dans cette situation que c'est là que ça va le mieux marcher, et c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on sélectionne les patients pour la première ligne, pour dire, chez ce patient, pas de chimio, c'est d'emblée l'immunothérapie. Parce que nos anatomopathologistes, ces médecins qui lisent les tumeurs, nous ont dit, attention, cette tumeur exprime beaucoup PDL1. Mais ce n'est pas parfait, parce qu'il y a à peu près un tiers des patients dont la tumeur est négative, et il y a une partie de ces patients qui répondent à l'immunothérapie. Donc ça permet de savoir qu'il y a plus de chances de répondre, mais ça ne permet pas de dire à un patient « vous, je ne vous exposerai jamais à l'immunothérapie parce que je sais que vous n'allez pas répondre ». On n'a pas de marqueur comme ça aujourd'hui, et c'est indispensable puisqu'il y a des toxicités parfois.
Alors, on a plein de choses, et puis Caroline vous a déjà parlé du microbiota. Dans le poumon aussi, on le regarde, et il semble qu'effectivement la flore intestinale impacte la façon dont on répond à l'immunothérapie. Ça marche de façon assez surprenante avec les souris, et on a une équipe qui travaille là-dessus, ce qui fait que tous mes patients chez lesquels je commence une immunothérapie, je leur demande s'ils sont d'accord pour donner des sels avant qu'ils commencent. Ils signent un protocole, et ils ont une espèce de petite boîte, enfin, il y a tout un système pour récupérer des selles, et elles sont analysées, et si on met ces selles dans des souris qui n'ont pas de flore intestinale et que le patient a répondu, et bien souvent la souris va répondre, et c'est l'inverse chez les non-répondeurs. Donc c'est vrai que c'est assez fascinant, mais ça n'explique pas tout. Je vous ai montré PDL1, il y a la flore intestinale, et puis il y a plein d'autres caractéristiques du patient. Mais aujourd'hui, on ne sait pas dire à un patient « vous allez répondre ». C'est quelque chose sur lequel on travaille. Alors, il y a beaucoup de mutations dans le cancer. Dans le poumon, il y a environ 250 mutations. Et on peut dire par type de cancer s'il y a beaucoup de mutations ou pas. Et effectivement, plus il y a des mutations, plus il semble que la tumeur réponde à l'immunothérapie. Alors ça, c'est un exemple d'un essai. On n'avait pas pu faire la différence d'efficacité entre chimio et immunothérapie. Et en fait, quand on a pris les sous-populations avec une charge tumorale très élevée, on a pu détecter la population qui allait avoir un bénéfice. Mais ce n'est pas parfait. Quand on a une charge tumorale basse, on peut quand même répondre. Et à nouveau, on n'a pas de marqueur parfait. Et on pense que dans le futur, ce sera une combinaison de tous ces marqueurs. Alors, ce qu'on veut aussi, c'est éviter la toxicité. La toxicité, Caroline vous en a parlé, ça peut être des toxicités simples comme sur la peau ou la glande thyroïdienne, ça se résout vraiment facilement. Et puis sur le poumon et le côlon, ça peut être plus compliqué, mais globalement avec ces médicaments dans le cancer du poumon, ceux qu'on utilise, dans moins de 10% des cas, on observe ces toxicités. C'est beaucoup plus avec la chimiothérapie, donc c'est un confort de vie qui est assez incroyable. Quand on combine les immunothérapies, ça fait beaucoup plus, mais nous, dans le cancer bronchique, les combinaisons aujourd'hui n'ont pas montré leur intérêt, donc on reste sur ce faible taux de complications. On a développé avec Gustave Roussy une RCP. Une RCP, c'est un staff dédié à ces complications, parce qu'elles peuvent toucher tous les organes, et donc on a des complications auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et on ne sait pas comment les traiter, on ne sait pas si on doit arrêter l'immunothérapie, on ne sait pas si on doit reprendre l'immunothérapie quand ces toxicités ont disparu. Et donc on a un staff qui est dédié à ça, dans lequel il y a des oncologues, mais il y a aussi tous ces spécialistes d'organes avec lesquels on travaille, et on pose la question, c'est la première fois qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on suit, etc. Et c'est des staffs qui sont passionnants. Alors, il y a une chose aussi qui est pas souvent dite et puis qui est plus compliquée à présenter, c'est que quand on impacte le système immunitaire, on peut impacter plein de faces du système immunitaire. Et il y a une face du système immunitaire qui régule naturellement la croissance tumorale. Et il est possible que certaines fois, avec l'immunothérapie, on affecte ce système immunitaire qui modère la croissance tumorale. Si bien qu'on se retrouve avec l'immunothérapie avec des profils de réponse totalement différents de ceux auxquels on était habitué avec une chimiothérapie, par exemple. Alors, on peut avoir, par exemple, un patient dont la maladie progresse avant l'immunothérapie. On commence l'immunothérapie et puis on a des modes de réponse classiques. C'est ceux auxquels on est habitué avec la chimiothérapie. Il y a des tumeurs qui diminuent, c'est de la réponse. La tumeur peut être stable et stable très longtemps. C'est une forme de réponse. Et puis, on peut avoir une progression de la maladie qui n'est pas sensible au traitement. On peut, avec l'immunothérapie, avoir une nouvelle forme de réponse. Ça progresse d'abord parce qu'on a déclenché une réaction inflammatoire et ensuite ça diminue. Et ça veut dire que face au patient, on peut dire à 2 mois, votre scanner est moins bien, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Et je suis incapable de vous dire, et on travaille beaucoup à comprendre quels sont les patients qui, après une progression initiale, vont répondre. Mais dans notre pratique clinique et pour les patients, c'est une situation qui est très déstabilisante. Et donc, on a une surveillance très très rapprochée chez ces patients. On refait un scan à 1 mois en pratique pour vérifier si ça répond bien. Et puis, on a quelques cas où on a le sentiment
qu'on a été délétère sur le cancer, c'est-à-dire que l'immunothérapie a accéléré la croissance tumorale. Alors je ne veux pas être complètement négatif sur l'immunothérapie, c'est un traitement qui est incroyable et qui a changé notre pratique médicale, mais c'est un traitement qu'on ne comprend pas encore bien. Et on a beaucoup étudié ça dans le cancer du poumon, et on pense qu'il y a à peu près 10% des patients chez lesquels on débride la croissance tumorale avec l'immunothérapie, sans du tout être capable de dire aujourd'hui chez qui. Et ce qui fait que je propose l'immunothérapie à quasiment l'ensemble de mes patients, mais je les préviens, je leur dis, on va faire un scanner pas trop tard, parce qu'il y a quelques cas où on a le sentiment que l'immunothérapie peut faire l'inverse de ce qu'on peut penser. C'est important de parler de tout ça, parce que l'immunothérapie, comme elle est peu toxique, elle est souvent imaginée par les patients, pas comme de l'homéopathie, mais presque, parce qu'on passe par le corps pour lutter contre le cancer, puisqu'on stimule le système immunitaire. Donc c'est un traitement simple et naturel, ça ne va pas être compliqué. Eh bien non, l'immunothérapie, c'est un traitement compliqué, parce que ça peut être toxique, mais ça peut aussi peut-être impacter la croissance tumorale. Alors, je vais terminer avec ce qu'on va faire ensuite. Alors, on va améliorer nos immunothérapies, et puis on va aussi chercher à comprendre si après une chirurgie d'un cancer du poumon, on peut diminuer la récidive en donnant une immunothérapie. Ça fonctionne dans le mélanome et les tests sont en cours dans le poumon. Donc les patients qui sont opérés d'un cancer bronchique, on leur propose 1 an d'immunothérapie. Mais là aussi, il faudra être curieux parce que si on modifie le système immunitaire, on sait qu'on peut à long terme changer les choses. Et c'est des patients qu'on va suivre très longtemps parce qu'on peut peut-être avoir un bénéfice sur le cancer, mais quand on joue avec le système immunitaire, parfois, on a des surprises à très long terme et donc on va suivre ces patients de très très près, très longtemps. Et je voulais simplement terminer par une question que je me pose et que je porte, qui est la question des essais citoyens. Parce que l'immunothérapie a un coût qui est très important. On a la chance d'avoir un système de santé suffisamment solide pour le proposer à tous nos patients et on n'a pas de frein de prescription. On le prescrit quand on le pense utile, mais ce n'est pas possible dans tous les pays. Et puis, l'immunothérapie, ça marche dans le mélanome, ça marche dans le poumon, ça marche dans le cancer du rein, ça va marcher dans le cancer de la vessie, ça va marcher dans le cancer ORL, ça marche dans d'autres cancers de la peau, etc. C'est-à-dire que l'immunité et le cancer, c'est n'importe quel type de cancer. Donc, c'est des traitements qu'on va de plus en plus utiliser, ce qui veut dire que le coût, alors on n'est pas médecin pour réfléchir au coût, mais quand on prescrit un médicament qui est à plusieurs milliers d'euros par perfusion, évidemment, on a une conscience citoyenne forcément. Et la Ligue est là pour aider la recherche médicale. Et quand on dit aider la recherche médicale, on pense souvent à développer des nouveaux médicaments ou mieux les utiliser. Et peut-être dans mieux les utiliser, on peut avoir cette démarche citoyenne. Et l'essai qu'on porte et qu'on a déposé pour une demande de bourse, qui est une bourse, on va dire, de l'argent public, du gouvernement, c'est ça, c'est se dire que ces patients qui ont reçu 3 mois d'immunothérapie, qui ont un bénéfice, on leur a fait une perfusion toutes les 2 ou 3 semaines, en hôpital de jour, c'est un traitement simple, léger, il y a peu de contrôle sanguin, le patient vient et est installé, il est perfusé une demi-heure, 1 heure, et il repart, il y a très peu d'effets secondaires, on garde ses cheveux, etc. Et donc, quand à 3 mois, on a fait un scanner et qu'on dit « j'ai une bonne nouvelle », ça a répondu. On propose de comparer 2 stratégies. On propose de comparer, de continuer nos perfusions toutes les 2 à 3 semaines, et dans le poumon, on ne peut pas arrêter aujourd'hui. Donc j'ai des patients qui sont à 4 ans de perfusion tous les 15 jours. Alors évidemment, c'est tellement magique d'avoir une maladie contrôlée à 4 ans quand on avait eu des mauvaises nouvelles au départ que les patients sont d'accord pour venir. Mais ça fait beaucoup. Et ce qu'on se dit, c'est ces médicaments, en fait, ils durent longtemps dans le sang, ils restent dans le sang longtemps. Et peut-être qu'on peut les perfuser moins longtemps. Et ce qu'on propose, c'est de les perfuser toutes les 6 semaines, au lieu de les perfuser toutes les 2 à 3 semaines, mais en gardant la même dose. Et ça, c'est augmenter la qualité de vie du patient parce que ça lui permet de moins venir à l'hôpital et donc de faire autre chose. Et puis, c'est un coût pour la société qui est diminué d'1 milliard sur 3 ans pour le cancer du poumon. Alors, je ne sais pas si on va avoir de l'argent public pour financer cet essai. Et pourtant, ça paraît essentiel.
Et aujourd'hui, je ne sais pas comment on pourra financer. Si finalement cette bourse publique nous est refusée, comment on pourra le financer? Et je trouvais que c'était un lieu intéressant pour échanger avec vous, puisqu'on aura ensuite une période d'échange pour comment on peut peut-être développer une recherche citoyenne qui servira aussi à d'autres types de cancers et qui permettra d'utiliser cet argent pour d'autres choses. Et il ne faut surtout pas stigmatiser l'industrie pharmaceutique, parce que le rôle de l'industrie pharmaceutique, c'est de développer ces médicaments qui ont transformé la prise en charge des patients. Mais notre rôle ensuite, quand on les a entre les mains, comme académiques et comme citoyens, c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas mieux les utiliser et qu'en plus, le patient gagne en qualité de vie? Alors l'immunothérapie, c'est une réalité. C'est un traitement qui fonctionne, mais pas toujours, comme dans le mélanome. Je le dis, c'est vrai, il y a des patients qui n'ont aucun bénéfice. Elle est très positivement médiatisée aujourd'hui et on a beaucoup de patients qui viennent pour recevoir l'immunothérapie et on est obligé de dire attention, ça va peut-être être toxique et puis surtout ça va peut-être pas marcher. Les combinaisons d'immunothérapie sont toxiques et seront un défi, mais on doit faire mieux que ce qu'on fait, c'est certain. Et puis le prix est un défi, mais on doit travailler dessus et surtout pas se résigner. Je vous remercie.